Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'intervenir aujourd'hui pour les conférences de Capform Senior. Je m'appelle Pierre Crolac-Salmon, je suis neurologue et gériatre aux Hospices civils de Lyon, au CHU de Lyon. Je m'occupe aux Hospices de l'Institut du vieillissement et j'en assume la direction médicale avec différentes composantes, notamment le centre mémoire ressources recherche et un centre de recherche qui est dédié au cerveau, au vieillissement cérébral, à la mémoire. Et donc aujourd'hui, c'est exactement cette question que nous allons examiner ensemble, c'est comment préserver la santé de notre cerveau, de nos neurones et comment préserver notre mémoire, nos capacités cognitives, intellectuelles par des petites actions du quotidien avec au centre bien sûr l'activité physique qui est au cœur de toutes les démarches de prévention, mais accompagné d'autres mesures, d'autres habitudes de vie comme la nutrition, les échanges sociaux. Et on va voir que c'est très riche et ça peut être très puissant pour préserver son cerveau et même sa santé cardiovasculaire en général. Alors, voilà. Comment on raisonne quand on est professionnel de santé et qu'on pense à la santé cérébrale, la santé cognitive? Eh bien, on raisonne en termes de capital santé, de réserve qu'il va falloir préserver. Vous voyez sur ce graphique le déclin modéré de nos fonctions cognitives qui accompagne un vieillissement réussi, un vieillissement sans pathologie trop invalidante. Vous voyez que ça décline un petit peu, mais on n'atteint pas normalement la zone de fragilité, c'est-à-dire un trouble léger de la mémoire, de la cognition, et on atteint encore moins une zone de handicap où là on est vraiment impacté, en difficulté lorsqu'on perd son autonomie à cause de la mémoire et de la cognition. Ça, c'est le vieillissement réussi et c'est celui qu'on veut atteindre. Malheureusement, on est parfois, voire souvent, atteint de maladies chroniques qui peuvent être traitées, qui peuvent être accompagnées médicalement. Ces maladies chroniques vont accélérer le déclin de cette réserve cognitive, de cette réserve de mémoire, parce qu'elles vont induire des lésions microvasculaires, elles vont agresser les neurones et donc accélérer ce processus. Par exemple, l'hypertension artérielle, si elle n'est pas traitée, va créer des micro-lésions vasculaires dans le cerveau et donc induire une baisse de la réserve neuronale et donc de la réserve cognitive. Si en plus on a des lésions de type maladie d'Alzheimer qui surajoutent à d'autres lésions, d'autres maladies, eh bien on va encore accélérer les choses et présenter des troubles qui vont être invalidants avant la fin de notre vie. Tout ça peut se décompenser de façon aiguë. Si on parle de cognition, eh bien c'est si ça se décompense de façon aiguë, ça va être la confusion, c'est-à-dire d'une heure à l'autre, je vais perdre totalement mes moyens cognitifs et on peut voir ça parfois chez des gens qui sont fragilisés au niveau cognitif, comme les gens atteints de maladie d'Alzheimer. Alors on va travailler sur ce modèle, il faut bien le garder en tête parce que vous allez comprendre comment on relève le risque, on relève cette réserve cognitive pour être à distance des zones de fragilité, de ce risque de présenter un problème de mémoire qui soit de plus en plus invalidant. Alors, allons directement aux résultats des grandes études de ces 10 dernières années qui montrent réellement un impact sur la cognition, sur la santé cérébrale plus globalement. La revue du Lancet a publié récemment, et ça a été fait dans les plus grands congrès sur la maladie d'Alzheimer par exemple, les 12 facteurs de risque qui sont potentiellement modifiables au cours de notre vie et qui sont les plus impactants pour notre santé cognitive, notre santé cérébrale, neurologique et notamment notre mémoire. Alors, ça commence très tôt dans la vie.
Et en fait, notre niveau d'éducation, notre environnement dans l'enfance, notre niveau de stimulation cognitive, qui peut passer bien sûr par l'école, mais pas seulement, ça passe aussi par l'environnement familial, amical, les loisirs, et bien dès la petite enfance, cet environnement qui doit être le plus riche possible va impacter la construction de cette réserve cognitive. Et donc plus on va construire une réserve cognitive forte, plus elle pourra résister à l'autre bout de la vie aux agressions. Donc cette réserve cognitive initiée au tout début de la vie va avoir un effet sur tout le long de la vie. Je vous donne un exemple sur l'impact du niveau d'éducation. Il y a une grande étude qu'on appelle aux États-Unis la Nun Study. Nun, ça veut dire les sœurs, les bonnes sœurs en anglais, ces sœurs de Chicago ont participent à des cohortes, à des recherches sur le cerveau, et elles ont même donné leur cerveau après leur mort. C'est-à-dire que si elles décèdent, on peut examiner leur cerveau et les lésions dans le cerveau. Mais on les suit tout au long de leur vie et on suit leur capacité cognitive tout au long de leur vie. Et ces sœurs, quand elles rentrent dans les ordres à 18 ans, à 18-20 ans, elles font une lettre de motivation. Elles écrivent une lettre pour motiver leur acceptation dans cet ordre de Chicago. Eh bien, des chercheurs ont examiné la richesse du vocabulaire de ces lettres, la richesse linguistique de ces lettres qu'elles ont écrites il y a 60 ans, il y a 70 ans, lorsqu'elles avaient 18-20 ans. Et ils ont regardé si la richesse linguistique de ces lettres était corrélée avec l'âge de survenue de la maladie d'Alzheimer, 60 ans, 70 ans plus tard. Et en fait, ils ont trouvé une réponse très positive, c'est-à-dire que plus le vocabulaire de ces lettres qu'elles avaient écrites à 18-20 ans était élevé, était riche, plus la maladie d'Alzheimer était éloignée, ou plus le risque était faible. C'est-à-dire que cette richesse du vocabulaire témoignait d'une forte réserve cognitive à 18-20 ans, ce qui avait un impact sur le risque de présenter une maladie d'Alzheimer à l'autre bout de la vie, alors qu'elles avaient 80-90 ans. Donc vous voyez l'importance de ce niveau de stimulation cognitive de l'enfant. Ensuite, vous avez l'impact des facteurs de risque cardiovasculaires. Le diabète, l'hypertension, la sédentarité qui génère souvent de l'obésité, l'hypercholestérolémie sont des facteurs de risque cardiovasculaire. On peut bien sûr ajouter le tabagisme qui va contribuer à boucher les artères, à contribuer à l'athérome. Et ces facteurs de risque cardiovasculaire, bien sûr, vont survenir en tant que maladie. Le diabète, c'est une maladie, l'hypertension artérielle, c'est une maladie, et il faut les traiter. Donc il faut bien sûr être suivi par son médecin traitant, son médecin généraliste, et proposer le bon traitement médical pour ces facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, il y a les traitements médicamenteux, mais il y a aussi les modes de vie. Et on va voir, aujourd'hui on va parler d'activité physique, en particulier pour les seniors. L'activité physique au quotidien va modifier le risque de ces facteurs de risque cardiovasculaire, va modifier le risque de présenter un diabète ou une hypertension artérielle, voire une hypercholestérolémie, bien sûr une obésité. Donc cette activité physique, qui est un facteur protecteur, va intervenir notamment par l'intermédiaire de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Donc déjà une place de cette activité physique à travers ces facteurs de risque. L'alcool peut être un facteur de risque de troubles cognitifs. On pourrait dire la bonne dose de consommation d'alcool, c'est soit 0, soit moins de 2 verres par jour. Disons que c'est plutôt 1 verre par repas. On a montré qu'un verre de vin rouge pendant le repas n'était pas toxique pour le cerveau. Et si on prend du vin rouge un peu tannique,
eh bien, sans faire de publicité pour certaines régions, eh bien, il a plutôt tendance à protéger le cerveau grâce à ces tanins, ces flavonoïdes qui sont des piégeurs de toxines. Mais il ne faut pas dépasser un verre par repas parce qu'après, l'alcool va être neurotoxique. Donc c'est une question de nuance et de mesure. Ensuite, on a des facteurs psychologiques comme la dépression, qui sont des agresseurs neurotoxiques, comme l'anxiété d'ailleurs. Et si un événement de la vie fait qu'on présente un trouble anxieux ou une dépression, eh bien, il va falloir en parler à son médecin et bien traiter cette atteinte du moral parce que ça va impacter le sommeil et ça va être neurotoxique. Si on est stressé, si on est anxieux, eh bien, le niveau de cortisol, par exemple, va monter dans le cerveau. Le cortisol naturel va monter dans le cerveau et ce cortisol est neurotoxique. Et donc il faut absolument traiter cette dépression pendant plusieurs mois, voire années. Les traitements sont longs mais efficaces, traitement médicamenteux et traitement par une psychothérapie. Les traumatismes crâniens graves, quand je dis grave, c'est les traumatismes crâniens qui génèrent un coma, qui génèrent une perte de connaissance. Eh bien, ces traumatismes crâniens vont présenter un risque de troubles cognitifs à l'avenir parce qu'ils vont un petit peu être à risque de cisaillement des neurones les plus longs, d'ébranlement des axones, ces parties un peu longues des neurones, et donc peuvent être un risque pour la santé cognitive. La surdité est extrêmement importante puisqu'elle va induire un isolement social de la personne et le fait que le cerveau va être beaucoup moins stimulé au quotidien. Et donc il faut, dès les moindres signes d'hypoacousie, d'oreille un peu dure, eh bien, faire des tests. Ça se fait en centre d'audiométrie. Et si ces tests sont positifs, il faut vérifier si cette hypoacousie, cette surdité relative, est accessible à un appareillage. Et il faut absolument porter des prothèses si on est malentendant. Parce que sinon ça risque d'impacter à la fois sa qualité de vie mais aussi le lien social et la mémoire, la cognition. Le lien social, on en parlait, est extrêmement important pour les seniors. Il va avoir plusieurs vertus. Il va permettre d'entretenir le bien-être psychique. Si on est isolé, on va avoir tendance à stresser, à déprimer, et ça va être neurotoxique. Et puis ce lien social va fournir des échanges, va stimuler les échanges verbaux, les entretiens, les jeux, les loisirs, et donc stimuler le cerveau. Et c'est la meilleure stimulation cognitive que l'on connaisse, bien meilleure que de faire des sudoku toute la journée ou de faire des mots croisés dans son coin. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des jeux cognitifs, il n'y a pas de problème pour ça, mais il ne faut pas faire que ça. Et il faut surtout s'insérer dans des activités qui font plaisir. Je ne l'ai pas listé ici parce que ce n'est pas encore complètement reconnu scientifiquement par plusieurs études, mais il y a quand même de grandes études qui montrent que la notion de prise de plaisir au quotidien est extrêmement importante pour protéger le cerveau et la mémoire. Donc il faut se faire plaisir, il faut rencontrer ses amis, sa famille, ses petits-enfants et discuter pour stimuler son cerveau. Alors, on va voir que tous ces facteurs de risque sont un peu liés dans les modes de vie. Et je parlais de l'activité physique qui va lutter contre la sédentarité, l'obésité et contre les facteurs de risque cardiovasculaires. Mais l'activité physique va également lutter contre l'anxiété. Je le dis souvent à mes patients, l'activité physique, c'est le meilleur antidépresseur et c'est le meilleur anxiolytique. Si vous êtes un peu stressé, vous allez marcher 1 heure, 1 heure et demie avec des bâtons de marche nordique, vous vous fatiguez, il faut vraiment se fatiguer et vous allez avoir une sécrétion, c'est physique, une sécrétion d'endorphines qui sont des neuromédiateurs qui apaisent le cerveau et qui vont vous déstresser grâce à l'activité physique.
Alors ces 12 facteurs de risque sont modifiables, on peut intervenir dessus. Ah, j'ai oublié de citer la pollution de l'air. Ça, c'est un facteur de risque qui a été récemment dégagé. La pollution de l'air a un impact sur le risque de maladie d'Alzheimer. Et là, il faut qu'on travaille avec les autorités publiques, bien sûr, pour mieux mesurer ce risque. Les liens, il y a une étude récente qui a montré que plus on vivait proche d'un grand axe routier, comme un périphérique ou une autoroute, plus on était à risque de présenter des micro-lésions de la maladie d'Alzheimer. Donc il faut pas forcément déménager, mais bien prendre en compte ce risque et adapter son mode de vie si possible. Alors ces 12 facteurs de risque représentent 40% du risque total de présenter une maladie neurologique avec impact cognitif et surtout une maladie d'Alzheimer. 40% du risque, c'est énorme. C'est presque la moitié. Donc ça veut dire que si on traite bien ces facteurs de risque, si on a des modes de vie qui sont vertueux, et bien finalement on va pouvoir impacter, diviser par presque 2, le risque de présenter ce type de maladie. Donc ça vaut vraiment le coup de réfléchir à ça et de tenter de modifier ça au quotidien. Alors, on va regarder un petit peu l'impact plus précis de l'activité physique. Et là, on a des données très précises issues de la littérature scientifique. Les personnes âgées, donc au-delà de 60-65 ans, ça concerne les seniors très jeunes aussi, eh bien, ces seniors qui sont actifs, qui présentent une activité physique au quotidien, je ne parle pas de marathon, mais c'est marcher 45 minutes à 60 minutes par jour au moins, eh bien, présentent un moindre risque de dépendance à terme, un moindre risque de chute grave avec fracture, notamment du col du fémur, de meilleures fonctions cognitives, c'est-à-dire la mémoire, le langage, l'orientation dans l'espace, moins de maladies chroniques comme l'hypertension artérielle, le diabète, les cancers, les accidents vasculaires cérébraux et des meilleurs indicateurs de santé en général. Une meilleure capacité cardio-respiratoire, une meilleure capacité musculaire, la force motrice, une meilleure masse corporelle, un indice de masse corporelle pas trop gros et pas trop maigre, une meilleure densité osseuse, qui protège contre l'ostéoporose et qui protège contre les fractures, bien sûr. Et puis un meilleur métabolisme du glucose et des lipides, donc moins de risque de diabète et d'hypercholestérolémie. L'Organisation mondiale de la santé a pris en compte ces données de la littérature scientifique et recommande maintenant aux seniors de marcher, alors je suis désolé c'est en anglais mais je vous le remettrai en français tout à l'heure, de marcher au moins 30 minutes, une marche active, une marche un peu de type nordique, au moins 30 minutes par jour. Et si on n'arrive pas à le faire tous les jours parce qu'on a des activités diverses, essayez de compter 150 minutes par semaine d'activité un peu sportive. Là je vous redis, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment de la marche un peu active. Et donc il faut au moins ces 150 minutes dans la semaine, ce qui est assez exigeant, c'est 2h30. Et donc il faut tenter de les assurer. Et à partir de ce seuil, on commence réellement à protéger son cerveau, son cœur, ses vaisseaux, les muscles, les os, etc. Donc, pour rester le plus longtemps en bonne santé cognitive, ça c'est une figure du Lancet de 2017 et qui a été reprise en 2020. Vous avez ce trajet qui représente un peu toute la vie et on a figuré par ces petites lignes, ces petites courbes, les facteurs de risque qu'on va gérer tout au long de la vie. Alors, vous avez la grande courbe grise, c'est ce qu'on ne peut pas modifier. Ça, c'est notre environnement génétique qui fait qu'on ne va pas pouvoir le modifier. C'est le risque de base de chacun de présenter une maladie neurocognitive. Mais toutes les autres lignes de couleurs, on va pouvoir les modifier et c'est tout ce que je vous ai cité tout à l'heure. Et là, on a mis le pourcentage d'impact de chaque facteur de risque. Alors vous avez
l'éducation, par exemple, qui va compter pour, alors je ne vois pas bien sur mon écran, mais attendez, si vous le permettez, voilà, 8% du risque global de présenter un trouble cognitif après 65-70 ans. Votre éducation, et quand je dis éducation, ce n'est pas forcément d'être polytechnicien, c'est l'environnement stimulant des enfants, les jeux éducatifs, les livres, les stimulations d'éveil, si vous voulez, qui vont avoir un impact jusqu'aux études. Et on a montré récemment que l'éducation, c'est aussi les loisirs, c'est le sport, c'est les échanges collectifs entre les enfants, etc. C'est tout cet éveil, et c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse de l'enfant renfermé dans sa chambre sur son écran de jeu vidéo. Et ça, c'est un message au passage aux grands-parents, d'inciter vos enfants qui sont eux-mêmes des parents, de leur dire stop, stop, les jeux vidéo, oui, pourquoi pas, ça peut éveiller un petit peu, mais certainement pas plus de 30 à 45 minutes par jour. On a montré qu'au-delà d'1 heure par jour, on a un impact sur le neurodéveloppement. Le développement du cerveau ne se fera pas normalement. Là, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc il faut que les enfants sortent, il faut qu'ils jouent dehors, il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils soient éveillés, et ça correspondra à presque 10% du risque, quand ils seront plus âgés, de présenter une maladie d'Alzheimer. C'est très fort. Vous avez tous les facteurs de risque cardiovasculaire, hypertension, obésité, tabagisme. On est à près de 10-12% du risque total de ces facteurs de risque cardiovasculaire qui vont intervenir au milieu de la vie ou dans la deuxième partie de la vie. Donc ça, c'est très fort également. Vous voyez que la surdité, alors c'est en anglais hearing loss, c'est 9% du risque de présenter un trouble cognitif. C'est également très fort. Donc la dépression, c'est 4%. L'inactivité physique, c'est 3%, mais si on la prend isolément. Mais comme elle a un impact sur l'hypertension, l'obésité, le diabète, la dépression, eh bien l'activité physique est au cœur des démarches de prévention, et on va y revenir. Alors, est-ce qu'on peut agir là-dessus? Alors cette diapositive, elle est un peu compliquée, on ne va pas la détailler bien sûr, mais elle montre la richesse de la recherche sur les interventions. Qu'est-ce qu'on peut faire d'efficace pour modifier ce risque de maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées qui vont impacter la mémoire, le cerveau après notre retraite. Et donc, vous voyez que depuis les années 2000, même les années 90, on a mené des recherches extrêmement intensives avec des publications internationales qui ont donné lieu à une meilleure compréhension de ce qu'il faut faire pour améliorer notre santé cérébrale. Et ce qu'on voit en bas, c'est les recherches les plus récentes qui montrent que on tend, plus ça se déplace vers la droite, plus on a d'efficacité des mesures au quotidien pour prévenir les maladies neurologiques, les maladies de la mémoire. Donc on va détailler maintenant ce qui a été obtenu par cette recherche scientifique plus récente et qui a conduit l'Organisation mondiale de la santé à des recommandations fortes sur certaines mesures. La première recommandation, la plus forte pour prévenir la dépendance, pour prévenir la perte d'autonomie et les maladies de mémoire, eh bien c'est l'activité physique. L'activité physique est au plus haut dans les recommandations de l'OMS pour préserver notre fonction cognitive. Cette activité physique va être proposée aux adultes avant toute perte cognitive, mais elle est recommandée aux personnes qui ont déjà commencé des premiers symptômes de maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, et c'est particulièrement recommandé au stade très léger de la maladie. C'est-à-dire que ça va impliquer un diagnostic très précoce de ces maladies de la mémoire, et nous on recommande à la population générale de signaler aux médecins traitants
une modification récente de la mémoire, il faut le signaler, il faut expliquer à votre médecin généraliste que depuis 6 mois, depuis 1 an, il y a une perte de mémoire, on a du mal à mémoriser les informations les plus importantes, le dernier repas de famille, les dernières vacances, on ne se souvient plus du contexte, on ne se souvient plus qui y avait. Ça, c'est pas normal. C'est un peu remarqué par l'entourage. Il faut insister auprès du médecin généraliste pour qu'il fasse des tests et s'il y a un doute, qu'il envoie en centre mémoire, en consultation mémoire, parce que nous allons d'abord diagnostiquer ces maladies très tôt, proposer un programme de soins, déjà diagnostiquer des maladies parfois curables. Il y a des maladies neurologiques curables, l'hydrocéphalie par exemple, les troubles de la thyroïde, et puis proposer un programme de soins très précoce, dont l'activité physique, et puis de participer à des essais thérapeutiques qui testent des nouvelles molécules, des nouveaux traitements, notamment pour la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez, ça vaut vraiment la peine d'être repéré le plus tôt possible et ça engendrera des programmes, notamment d'activité physique plus resserrés. On va aussi parler de nutrition qui accompagne l'activité physique. Il faut un régime alimentaire qui n'est pas un régime, hein, c'est pas faire un régime, mais c'est plutôt une ambiance nutritionnelle qui soit favorable. On va en reparler tout à l'heure, mais cette ambiance nutritionnelle, elle est centrée sur les fruits, les légumes, le poisson, la viande blanche, l'huile d'olive et peu de graisses saturées. Donc une alimentation équilibrée qui ne demande pas de compléments alimentaires. On n'a pas besoin de compléments alimentaires. Et il vaut mieux garder un budget, un bon budget pour faire un bon marché, si possible avec des aliments qui n'ont pas de pesticides, donc des aliments plutôt bio, que d'aller acheter des pilules de compléments alimentaires. Ça ne sert à rien. Ça n'a pas montré d'efficacité. Donc, gardez votre budget pour acheter des bons produits alimentaires. Le seul complément dont on a besoin après 50 ans pour les femmes et après 60-65 ans pour les hommes, c'est la vitamine D. Donc il faut prendre une ampoule par mois de vitamine D que votre médecin traitant va vous prescrire. C'est le seul complément dont on a besoin en Occident. Avec l'exposition solaire qui est la nôtre, on ne fabrique pas assez de vitamine D. Voilà, donc il faut le savoir. Et si votre médecin traitant ne vous donne pas de vitamine D, il faut lui demander une ampoule à 80 000 ou 100 000 unités dans l'ampoule et il faut en prendre une par mois. Ça suffit. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais le reste, vraiment pas de complément alimentaire. Pour l'instant, on n'a pas montré d'efficacité. Prise en charge de la dépression, j'ai insisté, c'est une recommandation forte de l'OMS. Il ne faut pas laisser ce type de maladie, parce que c'est une maladie, il n'y a pas de honte à présenter une maladie, c'est une maladie qu'il faut prendre en charge par une psychothérapie qui peut être apportée par le médecin généraliste et par un médicament s'il le faut. Donc bien faire part de ses angoisses, de sa tristesse parfois, à son médecin traitant. Et puis voyez, recommandation forte de l'OMS sur les prothèses auditives. En cas d'hypoacousie, on va avoir un programme de repérage de la fragilité, dont l'hypoacousie. On va le mener dans le Grand Lyon notamment. Ça s'appelle le programme ICOP que vous voyez intégré ici sur cette mention de l'OMS. On va le débuter vraisemblablement au printemps. Et vous vous verrez proposer dans le Grand Lyon, on va commencer par Vénissieux, Saint-Priest, les Monts du Lyonnais, Lyon Intramuros, le Val-de-Saône. Eh bien, vous verrez proposer des tests de repérage par une application qu'il faudra télécharger qui s'appelle ICOP Monitor, qui est une application internationale qui est traduite en français par l'OMS. Et qui permettra de repérer des petits troubles de la vision, des petits troubles de l'audition, des petits troubles de mémoire. Et s'il y a une alerte, eh bien ça partira chez votre médecin traitant qui va fouiller avec une infirmière cette alerte et détecter les vrais troubles pour un repérage le plus précoce possible. Donc suivez cette affaire ICOP dont vous allez entendre parler. Dans la région du Grand Lyon. On va le lancer, oui, je pense, à peu près au printemps.
Donc voilà les recommandations de l'OMS qui sont fortes et qui nous encouragent à modifier nos modes de vie. Alors est-ce que la science a montré un impact de la nutrition? Est-ce qu'on peut développer des programmes intensifs d'amélioration de la nutrition, d'exercice physique, d'entraînement cognitif et puis de contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire? Vous avez cette étude qui s'appelle FINGER, comme les 5 doigts, hein, puisqu'on a 5 mesures à prendre. Eh bien, c'est une étude qui s'est déroulée en Finlande et qui a montré, je vous passe les détails, mais en tout cas, on a encouragé les seniors les plus à risque, ceux qui présentaient des facteurs de risque vasculaires comme l'hypertension, le diabète, ceux qui n'étaient pas en pleine forme, vous voyez, c'est les gens qui sentaient que leur santé déclinait. Eh bien, on leur a proposé des programmes, là pour le coup, intensifs, parce qu'ils avaient déjà un corps qui était en mauvaise santé, centrés sur l'activité physique plusieurs fois par semaine, 4 à 5 séances d'aérobic par semaine, c'est quand même beaucoup, dans plusieurs groupes, de l'entraînement cognitif, un équilibre nutritionnel et puis de traiter leurs facteurs de risque cardiovasculaire. Et ce qui a été montré par les Finlandais, vous avez ici, en rouge le groupe qui a été pris en charge et en bleu le groupe qui n'a pas été pris en charge. Eh bien, vous avez un impact sur les fonctions cognitives, la vitesse de traitement de l'information, sur la concentration, sur les capacités d'organisation, de planification, de stratégie mentale, de stratégie cognitive, un peu moins sur la mémoire, mais parce que ça n'a pas duré assez longtemps. On pense que si ça avait duré un peu plus, on aurait eu un impact sur la mémoire. Et donc tout ce qui relève la réserve cognitive. Ça a été montré, ça a été publié dans une grande revue. Alors une des plus grandes revues, c'est le Lancet, a collecté, je suis désolé, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire, ce qui protège le cerveau, ce qui protège le plus le cerveau et ce qui est démontré par la science. Ce qui protège la réserve cognitive, c'est le cercle bleu. Ce qui protège des lésions cérébrales, comme les infarctus cérébraux, comme les accidents vasculaires cérébraux, comme le stress oxydatif des neurones, la perte neuronale. Ça, c'est le cercle orange. Et puis le cercle vert, ça réduit l'inflammation intracérébrale. Donc on a besoin des 3 pour bien protéger son cerveau. Alors, on a placé tout ce qui était efficace dans la littérature scientifique. Et on voit que l'exercice physique est au centre de tout ça. L'exercice physique va être efficace sur la réserve cognitive, sur les lésions cérébrales et sur l'inflammation. Donc on l'a placé au centre. Tout de suite derrière, vous avez la nutrition qui va être efficace sur les lésions et l'inflammation, adhérence à un régime méditerranéen. Et puis vous avez le lien social qui va être efficace sur la réserve cognitive et sur la protection contre les lésions. Donc c'est pour ça qu'on se centre sur ces mesures de prévention. Le régime méditerranéen, qu'on appelle régime, mais attention, il ne faut absolument pas faire de régime, il faut juste injecter dans ses habitudes de vie un peu plus de fruits, de légumes verts, de poissons. Les poissons gras sont intéressants comme le maquereau, la sardine, le saumon. Vous avez bien sûr l'huile d'olive, l'huile de colza qui sont intéressantes, les noix de cajou, les noisettes, les amandes, le sésame, surtout pas d'arachide, surtout pas de cacahuètes, ça c'est pas bon pour le cerveau. Et puis il faut écarter, diminuer, mais surtout pas interdire, diminuer un peu le beurre, la crème, les fromages, surtout la viande rouge. On mange trop de viande rouge en France. Pour un adulte, la consommation de viande rouge ne devrait pas dépasser 1 à 2 fois par semaine.
hein. Et ça vous paraît très loin des habitudes alimentaires d'il y a quelques années, mais la viande rouge, c'est 1 à 2 fois par semaine, ça suffit largement à nos muscles. Le reste est compensé par des protéines végétales, le poisson, la viande blanche, mais pas de viande rouge. Alors combien de fois par jour de la viande ou du poisson? 1 fois, tous les 2 jours, ça suffit. Mais il faut prendre des végétaux qui soient nourrissants, des lentilles, des pois chiches, des pommes de terre. Enfin voilà, il faut varier, surtout varier sa nutrition. Les sucres rapides sont très mauvais pour les artères, mais je mettrais en contrebalancement de tout ça qu'il faut aussi se faire plaisir. Donc il ne faut pas bannir tous les plaisirs de la ville. On arrive en période de fête et des chocolats de temps en temps, des confiseries, un bon gâteau, il n'y a pas de problème. C'est les habitudes de vie au quotidien qui sont importantes. Ce n'est pas la petite exception, le petit excès de la fin de semaine ou du repas de famille qui va impacter votre santé. Donc attention, il ne faut pas présenter un espèce de mouvement de balancier, aller vers les extrêmes opposés et tout s'interdire, surtout pas, parce que là on déprimerait, on aurait tout perdu. Donc voilà, cette étude, cette publication est très très importante dans le Lancet. Alors, si les troubles ont débuté, on a vu que l'activité physique, tout ce que je viens de vous dire est encore efficace, mais on va vous proposer d'autres programmes. C'est-à-dire que si on a diagnostiqué un trouble cognitif léger, un trouble de mémoire très léger, eh bien on va vous présenter d'autres choses, et en particulier de la stimulation cognitive. On va vous présenter, comme ce programme qu'on appelle Mémo Plus, de la stimulation cognitive, de la rééducation cognitive. Ça se fait en hôpital de jour, dans nos centres, au CHU de Lyon par exemple. On va stimuler la mémoire, on va vous expliquer comment stimuler son cerveau au quotidien. Vous allez participer à des séances individuelles et de groupe. Mais là, c'est une fois qu'on a diagnostiqué une maladie et on sera efficace si on intervient au stade précoce. Et en plus, on pourra vous proposer des études de nouveaux médicaments pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Donc il y a pas mal de choses à faire. Alors, ça c'est une diapositive un peu compliquée, mais penchez-vous sur les vignettes en haut de programmes de prévention. En bas, les courbes, ce sont des biomarqueurs, des marqueurs qui vont montrer que la maladie d'Alzheimer va commencer très tôt en termes de lésions. Vous avez des noms un peu compliqués, A-bêta, protéine tau, des pertes neuronales qui vont commencer très longtemps avant la première plainte, très longtemps avant le premier trouble de mémoire. Quand je dis très longtemps, c'est 15 à 20 ans avant les premiers symptômes. Donc ces lésions vont commencer à 50, 60 ans pour donner des symptômes à 65, 70, 75 ans, voire 80 ans. Donc les mesures de prévention de ces lésions, qu'on a bien montrées par des biomarqueurs maintenant, eh bien elles commencent très tôt. Et puis je vous ai même expliqué que ça commençait dès la petite enfance. Et donc il faut appliquer au quotidien des modes de vie qui ne soient pas des marathons, qui ne soient pas des excès complètement extrêmes, mais simplement se déplacer. Et j'explique souvent à mes patients que moi je ne suis pas pour des changements de mode de vie radicaux, que ce n'est pas en faisant un virage à 90 degrés qu'on va y arriver. Là on va rentrer dans le mur. C'est en se déplaçant, un petit peu l'angle de ces modes de vie, à peine, un petit peu, progressivement, qu'au bout de certains mois, certaines années, on va avoir un grand effet. Donc déplaçons-nous un petit peu sur nos habitudes de vie qui sont parfois pas forcément vertueuses pour la santé, pour obtenir un effet solide à long terme. C'est ça qui est important. Quand j'ai des patients fumeurs, je leur propose souvent d'arrêter de fumer, mais en enlevant une cigarette par semaine. C'est très lent, c'est très très lent, mais c'est indolore, ça se ressent pas. Vous voyez, c'est un exemple. Et donc on va proposer une prévention avant les lésions,
tout au long de la vie, une prévention, ce qu'on appelle secondaire, dès qu'on a repéré des facteurs de risque de maladies graves comme la maladie d'Alzheimer, et puis une prévention qu'on appelle tertiaire, une fois que la maladie s'est vraiment installée, pour prévenir la dégradation cognitive, la dégradation comportementale, les troubles du comportement. Donc vous voyez que tout ça est très très étayé au niveau scientifique et publié. Alors on en revient à notre fameux schéma qui va vous résumer un petit peu toutes ces mesures. Vous avez notre réserve cognitive qui baisse un petit peu avec le temps, c'est normal. Elle est accélérée, ce déclin est accéléré si on présente des maladies chroniques qui ne sont pas prises en charge. Ça peut se décompenser brutalement, bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est essayer de relever tout ça pour échapper aux zones grises, là, aux zones de fragilité et aux zones de handicap. Premièrement, on va essayer de relever le tout, de relever même la pente verte. Et ça commence, si on veut relever la pente du départ, ça commence au début de la vie. Et ça commence même avant notre naissance. Pardon. Ça commence par la santé de notre mère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la richesse neuronale du cerveau dépend de la santé maternelle, la santé mentale et la psychologique de la maman et la santé physique de la maman. C'est-à-dire que la qualité du cerveau d'un embryon, d'un fœtus, puis d'un nouveau-né va être impactée par la santé maternelle. Et donc, vous voyez que ça peut être transgénérationnel. Et donc, ces mesures de prévention sont importantes à travers les générations. Dès que l'enfant naît, on en a beaucoup parlé, l'éducation, l'environnement stimulant, la nutrition, le lien social, puis professionnel et l'activité physique sont efficaces pour remonter l'entièreté de ces courbes, de cette pente-là, hein, dès la pente verte. Et vous voyez que si on relève la pente verte, même si après il y a des maladies chroniques, eh bien, on aura plus de chances de ne pas toucher cette zone grise de handicap cognitif, de troubles de la mémoire. Première mesure, dès le début de la vie. Deuxième façon de faire, qui est complémentaire, on repart sur notre modèle un peu plus bas, eh bien, c'est de relever la pente de ces maladies chroniques, l'impact de ces maladies chroniques. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un facteur de risque, une hypertension, un diabète, du cholestérol, du tabagisme, trop d'alcool, trop de sédentarité, eh bien, si j'agis sur ces facteurs de risque, eh bien, je vais relever la pente, les pentes oranges, et donc pouvoir échapper aux vrais troubles de mémoire, aux vrais handicaps cognitifs et à la révélation d'une maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez que on n'a pas pour ambition, ce serait formidable, de trouver les traitements curatifs de ces maladies chroniques dans les 3 ans ou dans les 5 ans. On a pour ambition de relever l'impact de ces maladies pour repousser le plus loin possible le handicap, notamment la perte d'autonomie et les troubles de mémoire. Si on repousse de quelques années ce handicap, eh bien on pourra terminer ses jours en meilleure santé. C'est ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé. Voilà, donc je voudrais terminer ma présentation, ma conférence sur cette diapositive qui, à mon avis, est la plus importante. Vous avez résumé à droite les activités les plus impactantes sur ces maladies chroniques et sur la prévention. Vous voyez que l'activité physique, je le mets en tête. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'environnement Capform Senior que j'ai mis activité physique en tête. C'est parce que c'est démontré par la littérature scientifique et cette diapositive, je la présente très souvent. Vous avez la nutrition, le lien social qui sont en gras, hein, qui sortent en gras sur cette diapositive. Et puis ensuite, les traitements de ces comorbidités. Attention à la surdité débutante, il faut s'en inquiéter, il faut se renseigner. Et puis attention à vos ordonnances aussi. Elles peuvent être délétères, elles peuvent être impactantes sur la mémoire. Je pense aux somnifères, je pense aux anxiolytiques, aux psychotropes. Attention à ça, ça peut être très impactant pour la mémoire et accélérer le processus de déclin de la mémoire.
Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis bien sûr à votre disposition s'il y a des questions. Alors oui, bonjour professeur, on a des questions sur le chat, notamment une. Donc, dans l'étude Finger, vous avez cité l'entraînement cognitif comme un élément de prévention. Pour des personnes sans début de trouble, que peut-on faire? Quel contexte? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement je vous ai dit tout à l'heure que la stimulation, la rééducation cognitive, on l'a proposée aux personnes qui sont diagnostiquées précocement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avant pour l'entraînement cognitif? Le vecteur le plus puissant pour l'entraînement cognitif, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est le lien social. C'est de voir ses petits-enfants, c'est de voir ses amis, c'est de jouer des loisirs, de jouer à la coinge, de sortir, c'est d'aller au cinéma. C'est la vraie vie et c'est le moteur le plus puissant de stimulation cognitive. Donc attention à ça. Ensuite, je mettrai en deuxième ligne les stimulations cognitives un peu liées au loisir et au plaisir. Lire le journal, lire des revues, se dire bah tiens, j'ai lu le journal ce matin, qu'est-ce que j'en ai retenu? Je vais essayer de retenir 2-3 actualités que j'ai lues ce matin, que j'ai entendues à la radio. Je me concentre, l'effet de concentration est extrêmement important. Je me concentre et je vais essayer de me rappeler ces 3 informations le plus détaillées possible toute la journée. Donc vous voyez, c'est une attention qu'on appelle sélective qui va être liée à la vraie vie, à la vie de tous les jours. Et puis je mettrai en dernier les entraînements cognitifs un peu par des jeux, par des tests cognitifs. Si ça vous fait plaisir, c'est très bien. Il faut prendre du plaisir là-dedans, mais si c'est rébarbatif, si ça vous met en échec, c'est plutôt contre-productif. Donc vraiment pensez aux stimulations cognitives naturelles et au-delà du lien social, pensez à la radio, au journal, duquel on va tirer 3 informations à retenir toute la journée et à discuter toute la journée avec votre conjoint ou avec votre entourage. Merci professeur. Une deuxième question. Pourquoi imaginez-vous qu'à 65 ans, on ne puisse plus apprendre? On ne puisse plus apprendre? Apprendre? Bien sûr qu'on apprend toute la vie. On apprend toute la vie, jusqu'au dernier jour de sa vie on apprend et ça il faut bien le témoigner. J'ai envie de vous raconter une histoire que j'adore qui est l'histoire des orques, des épaulards, vous savez ces grands cétacés noirs et blancs dans les mers du Nord surtout. Et en fait, il y a des études, des grandes études scientifiques qui sont menées chez ces orques qui ont des comportements très élaborés, qui vivent en groupe. Ce sont des sociétés matriarcales. Un petit message au passage sur la place des femelles orques et puis peut-être la place des femmes dans le groupe. De société matriarcale, ça veut dire que c'est l'arrière-grand-mère ou l'arrière-arrière-grand-mère des plus petits qui pilote le groupe, qui emmène le groupe. Et cette grand-mère ou cette arrière-grand-mère va guider le groupe pour aller chercher les bancs de poissons pour se nourrir et pour éviter les gros paquebots, les couloirs de paquebots qui sont dangereux pour les orques. Ça se voit dans les mers du Canada, des mers d'Amérique du Nord. Donc c'est ces femelles orques qui guident le groupe. Et il y a des chercheurs qui ont montré, grâce à des études assez longues, qui ont montré que quand la femelle la plus âgée va décéder, eh bien, pendant 6 mois à 8 mois, on observe une surmortalité des jeunes mâles. Alors, pourquoi des jeunes mâles? Eh bien, en fait, quand la grand-mère ou l'arrière-grand-mère va mourir, eh bien, il y a une perte de mémoire collective du groupe qui fait que le groupe ne sait plus où aller chercher les bancs de poissons et sait moins éviter les grands couloirs de paquebots et de cargos. Et donc, c'est les jeunes mâles qui ont leur rôle aussi dans le groupe, qui vont prendre plus de risques pour aller tester des nouvelles hypothèses, tester des nouveaux périmètres pour se nourrir et éviter les dangers, et ramener l'information
aux femelles les plus âgées qui vont emmagasiner cette information, la garder pour le groupe, comme des bibliothèques. On a parlé de la bibliothèque et du vieillissement. Eh bien, garder cette information pour de nouveau guider le groupe et éviter la surmortalité. Donc tout ça, je trouve que cette histoire, qui est une histoire biologique, naturelle, très liée à la nature, elle est riche d'enseignements pour nous, parce qu'une personne qui a dépassé 65 ans, elle continue à enrichir sa mémoire qu'on appelle sémantique, c'est-à-dire la mémoire des connaissances, la mémoire des savoirs. Elle est un petit peu plus fragilisée pour la mémoire du quotidien, la mémoire qu'on appelle épisodique, c'est très étudié ça. Donc une personne de 65-70 ans, elle est moins bonne qu'une personne de 20 ans pour se souvenir exactement de ce qui s'est passé il y a quelques heures ou quelques jours, si elle n'a pas fait très attention. En revanche, elle a une mémoire des connaissances et des souvenirs anciens qui est très forte. Et ça, c'est un bénéfice pour la société, comme on le voit chez les orques et les grands mammifères. Parfait. Et enfin, une dernière question. Comment pallier au fait d'être de plus en plus distrait ? Alors, on a parlé d'attention, on a parlé de concentration. La distraction, c'est l'opposé. Alors, il y a des gens qui ont toujours été un peu distraits. Moi-même, je suis très distrait. Ma famille me le dit souvent. Je ne fais pas attention à ce qu'on me raconte forcément. Bon, ça peut être une caractéristique. Et cette distraction, ce problème attentionnel va avoir tendance, alors ce n'est pas forcément un problème, vous allez comprendre pourquoi, ça va avoir tendance à s'accentuer un peu avec l'âge. Alors quand on est jeune et qu'on est distrait, c'est qu'on va hiérarchiser les informations en fonction de leur importance pour notre vie professionnelle, pour notre vie quotidienne. Et quand on a une charge cognitive, une charge mentale très forte, énormément d'informations à retenir, à gérer dans son activité professionnelle par exemple, eh bien on va sélectionner, hiérarchiser les informations et puis finalement ce qu'on a mangé hier soir, finalement, ce n'est pas forcément le plus important. Et donc ça, moi je me mets un petit peu dans cette catégorie, j'espère, pour expliquer une distraction. Quand on est retraité, qu'on a plus cette grosse charge cognitive et qu'on présente une distraction, là il faut se poser des questions. Est-ce qu'on n'a pas des ennemis, des petits ennemis de la concentration ? Ces ennemis de la concentration, ça va être, ils sont de plusieurs types, il y en a plein. Les plus puissants, ce sont l'anxiété, la dépression. Si je cogite, si je ressasse les problèmes, eh bien je ne peux pas fixer mon attention sur les éléments à retenir. Parce que j'ai le cerveau qui est envahi d'idées, qui m'angoissent, pour lesquelles je cherche une solution. Donc attention à cette anxiété qui va vraiment altérer la concentration et nous rendre distraits. Il y a aussi le manque de sommeil, les problèmes de sommeil qui vont altérer la concentration. Attention, quand on a passé 70, 75 ans, 65 ans même, dormir 6 heures d'affilée, c'est très bien, c'est normal. Le sommeil se réduit. Se réveiller un peu dans la nuit si on s'est couché très tôt, et quand on est un peu plus âgé, on a envie de se coucher très tôt parce qu'on est un peu fatigué le soir. Eh bien, alors pour ceux qui se couchent le plus tôt, à 21h, à 20h, il y a des gens qui se couchent à 20h, se réveiller à 2-3 heures du matin, c'est normal. Ce n'est pas grave. C'est inconfortable, c'est pénible, mais ce n'est pas grave. Il faut prendre un livre, un tricot, et on va se rendormir naturellement. Surtout pas de médicaments. Surtout quand vous avez, il y a plein de gens qui ont un petit anxiolytique le soir, si on le prend au repas du soir, 1 heure après on va s'endormir et après on va avoir un réveil nocturne bien trop précoce. Donc attention à ces petites mesures pour le sommeil. Il faut poser la question à votre médecin traitant pour travailler sur le sommeil, se coucher plus tard, désacraliser ces réveils nocturnes et surtout éviter au long cours les anxiolytiques et les somnifères. Voilà, pour l'attention, après vous avez des maladies neurologiques qui vont toucher cette capacité d'attention, induire une distraction, mais là c'est à nous de nous en occuper en consultation mémoire. Mais pensez bien à l'anxiété, pensez bien
parfois la dépression, et pensez bien au sommeil. Et puis pensez bien, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au journal, à réentraîner votre attention, à capter des informations, ce qu'on appelle cette attention sélective, c'est-à-dire d'aller chercher une information le matin et à tenter de la retenir si elle est pertinente toute la journée et la relivrer à votre entourage. Ça, c'est un bon entraînement. Alors professeur, j'ai une dernière question qui s'est rajoutée lors de votre intervention, plutôt intéressante. Bonjour, j'ai 64 ans et je fais de la course à pied plutôt intensive, 2 ou 3 fois par semaine dans un club d'athlétisme, plus du yoga. J'ai passé un test d'effort, tout va bien, mais je me demande si ce n'est pas trop. Trop de sport peut-il nuire à la santé et agir sur le cerveau? C'est une très bonne question. Les sports qu'on va mener à 64 ans ne sont pas forcément les mêmes sports en qualité et en intensité qu'on va mener à 20 ans. Ce qui est privilégié toute la vie, et notamment quand on a passé 60 ans, c'est ce qui va entraîner le système cardiovasculaire. C'est ce qu'on appelle le cardio-training. C'est cet entraînement de la fonction cardiaque et de la fonction vasculaire qui va être le plus efficace parce que ça va avoir un impact sur le cerveau également. On a montré qu'après 30 minutes d'activité de fond, que ce soit de la marche nordique, que ce soit de la course, que ce soit de la natation, on passe en mode aérobie de long cours, et là on a vraiment une neuroprotection qui s'installe. Alors sur les activités de course de fond, je suis un peu mitigé parce que c'est très bon pour le cerveau, c'est très bon pour le système cardiovasculaire, mais on risque vraiment d'impacter ses articulations. Il faut absolument surveiller l'état de santé de nos articulations, de nos genoux, de nos hanches et de la colonne vertébrale. Et donc, je dirais qu'il faut être très doux dans ces activités de fond. Il ne faut surtout pas une course violente, il ne faut pas une course qui tape au sol très fort, il faut des très bonnes chaussures. Moi j'aime bien qu'on sorte et que les personnes âgées sortent de chez elles, mais là pour le coup, peut-être courir sur un tapis de course qui amortit les chocs pour les articulations, c'est important. Moi je conseille plutôt des activités, si on peut, d'elliptique, vous voyez, des choses assez douces qui vont entraîner à la fois le bas du corps et le haut du corps et qui font transpirer, qui sont des vraies activités de fond, de la natation. Mais attention à cette course à pied qui va énormément tasser la colonne cervicale, colonne lombaire, les genoux, les hanches. Voilà, c'est très bien à 20-25 ans. Après 60 ans, il faut se méfier un peu de ça. Mais de toute façon, il ne faut surtout pas arrêter et diminuer l'intensité de ces activités de cardio-training. Donc si jamais vous trouvez que c'est un peu violent pour vos articulations, il faut remplacer par autre chose. Moi personnellement, je me suis mis à l'elliptique. J'ai investi dans un petit appareil elliptique et je fais ça parce que je commençais à avoir des douleurs dorsales ou cervicales et je sentais que c'était pas très bon pour mes articulations. Donc d'un côté le cerveau et le cœur, mais de l'autre côté attention à notre arthrose et à nos articulations. Merci professeur pour vos réponses. Merci beaucoup à vous et très belle journée et passez de très belles fêtes de fin d'année.